Le CAC 40 surperforme le Dow Jones. Et oui, c'est la réalité étonnante que nous vivons depuis environ un mois et demi, alors que nous avons un Dow Jones qui ne fait finalement que baisser. Nous avons, à contrario, un CAC 40 qui, lui, se reprend. Alors ça s'explique, puisqu'il y a effectivement un effet rattrapage suite à un écart de performance entre les indices américains et le CAC 40 sur toute l'année 2024. Mais toute la question est de savoir si c'est un simple rattrapage ou un véritable réveil du CAC 40 et des actions françaises. Nous allons voir dans cette vidéo quelles sont ces actions françaises qui ont les meilleures configurations et qui pourraient continuer de profiter de cet effet rattrapage sur l'année 2025. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle vidéo hebdomadaire bourse, trading et investissement qui s'intitulera cette semaine CAC 40, le retour de la force, point d'interrogation. Comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif, qu'il ne constitue en rien un conseil, que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de votre aide. Pour me retrouver, vous avez les différents réseaux sociaux qui sont affichés sur cet écran. Bien sûr, pensez à activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo sur Facebook. Je remercie mes partenaires qui me permettent de réaliser ce contenu 100% gratuit. L'événement, bien sûr, parmi ces partenaires, vous le savez, c'est l'apparition enfin du PEA chez Trade Republic depuis hier pour les nouveaux clients dans un premier temps et pour les anciens lors d'une seconde vague prochainement. Donc voilà, on est évidemment très content, très satisfait. Beaucoup de gens disaient que c'était impossible. Ils l'ont enfin fait. Donc bravo à eux. Juste une petite précision parce que je sais que ce que vous appréciez chez moi, c'est toujours la transparence. Donc je le suis jusqu'au bout. Trade Republic, je pense que c'est véritablement une plateforme exceptionnelle pour investir. Vraiment. Je pense que voilà, pour quelqu'un qui fait du DCA, quelqu'un qui investit sur des actions qu'il va garder pendant 5 ans, pendant 10 ans dans un portefeuille, c'est vraiment une plateforme très appropriée. En revanche, c'est là aussi où il faut, voilà, moi je dis toute la vérité, comme d'habitude, vous me connaissez. Je pense que pour un trader actif, très actif, qui fait des allers-retours, qui achète, qui vend, etc., je pense que à ce stade, au moment où on se parle, ça changera, bien sûr, ça changera, mais quand ça changera, je vous le dirai, je pense que Trade Republic n'est pas une plateforme et n'a pas pour le moment l'objectif principal de devenir une plateforme de trading active, donc, ou actif. Donc voilà. Pour les nombreuses questions que je reçois, je fais une réponse globale. Si vous souhaitez investir pour du long terme, si vous souhaitez faire voilà, du DCA ou accumuler petit à petit tous les mois sur des grosses valeurs ou sur des ETF avec énormément d'échanges, etc. Oui, Trade Republic est la plateforme qu'il vous faut. En revanche, je pense que si vous avez du trading actif, un petit peu comme moi, du swing trading, etc., je pense que sur cette partie-là, Trade Republic ne répond pas encore complètement à toutes les attentes pour différentes raisons. Alors, je vois certains qui disent oui, mais Trade Republic, il y a du spread, etc. Trade Republic se rémunère sur le spread. Attention, la réalité des choses, c'est que Trade Republic exécute ses ordres sur le Xetra, qui est une plateforme allemande, hein, une plateforme boursière allemande. Et donc, effectivement, sur cette plateforme boursière, vous avez moins de liquidités pour les actions françaises, notamment les mid and small. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on trade notamment les mid and small, il faut éviter de passer par Trade Republic. Sur les grandes capitalisations, aucun problème. Sur les ETF, aucun problème. Mais en revanche, effectivement, sur les mid and small, ça peut parfois poser un certain nombre de problèmes. Donc, c'est la raison pour laquelle, voilà, vous avez différents profils et en fonction de votre profil à vous, eh bien, effectivement, vous pouvez choisir Trade Republic ou pas. En tout cas, c'est une excellentissime nouvelle
pour Trade Republic et pour nous tous, c'est effectivement l'arrivée du PEA. Donc bravo évidemment à toute l'équipe, Mathias notamment et Vincent que je salue, que j'embrasse, parce que croyez-moi, ça a été de sacrés défis pour les avoir suivis de près. Ça a été de sacrés défis, et il y en a encore, notamment le service client qui est à améliorer, bien sûr. Ils y travaillent, nous, de notre côté aussi, on relaie tous les messages que vous nous adressez. Le but, c'est bien sûr de progresser. Donc, il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais je pense que tout ceci va dans le bon sens. Voilà pour la petite aparté pour, bien sûr, Trade Republic, mais je sais que vous avez à cœur toujours que je vous dise la vérité, et moi aussi, j'ai à cœur ça. Donc, c'est ce que je fais. On attaque avec le programme de cette vidéo évidemment chargée, CAC 40, le réveil de la force. On abordera, comme d'habitude, les indices avec le CAC et le CAC Small, mais on parlera également des actions, LVMH, Kering, Métropole TV, donc M6, Alstom, BNP Paribas, Stellantis, Dassault Systèmes, ST Micro, Alten, Morel, Justit, Guillemot, Nikon, Euroapi, Valorec, Total Energy, Reberstif, Alphen, Pluxee, Rémi Cointreau, Mersen, Hapag-Lloyd, je crois que c'est en Allemagne, Ferrari, alors je l'ai mis dans la catégorie US parce que c'est la cotation Nice qu'on regardera, mais bien évidemment ça cote en Italie, GameStop, First Magic, Silver, on retournera voir Tesla et on fera le suivi de Apple et Nvidia avant de vous délivrer le titre à suivre. Et la petite nouveauté, alors ça c'est quelqu'un, c'est vrai que ça fait 2 fois que la personne me relance et me dit ce serait une... Alors, on fait un test. Voilà, on fait un test. On fait un test. Vous le savez, sur la newsletter, à la table des investisseurs, je vous partage un certain nombre de choses. Et je vous ai partagé également un screener Trend Following. Et il y en a certains qui m'ont dit ouais mais moi j'ai pas Pro Real Time, enfin je n'utilise pas Pro Real Time, voilà. Par contre, est-ce que tu pourrais en fin de vidéo nous montrer voilà le screener, ce qui ressort comme titre, et éventuellement en passer un ou deux au crible, mais au moins surtout pour nous donner une liste d'idées, pas forcément des conseils d'achat, bien surtout pas des conseils d'achat d'ailleurs, mais au moins des idées à aller voir pour être certain d'être dans les tendances haussières. Écoutez, on va faire le test, on va regarder en fin de vidéo. Et puis, vous me direz, comme d'habitude, dans les commentaires, vous me direz si c'est quelque chose qui vous plaît. Et à ce moment-là, nous le reproduirons. D'ailleurs, je vous remercie parce que la semaine dernière, la vidéo a battu de nouveaux records de vues grâce à vos commentaires, grâce à vos likes. Donc, merci beaucoup, évidemment, pour tout ça. On passe, bien entendu, à la première partie. Donc, au résumé de la semaine, j'active ma caméra, me voici, me voilà. Donc, le résumé de la semaine. Il n'y a pas énormément d'éléments sur la partie macro-éco. Puisque, bon, juste, je rappelle, et je pense que je le ferai régulièrement, parce que ça c'est très important, sur la partie saisonnalité, je rappelle qu'on est plutôt, historiquement, ce sont des statistiques, hein, bien sûr, hein, je rappelle que nous sommes plutôt sur une saisonnalité positive sur le mois de janvier. Elle est également, donc de manière générale, mais elle est également positive lors des années post-électorales. D'accord. Le mois de février, généralement, post-électoral, et on le voit en rouge là, sur le petit rectangle suivant. Le mois de février est en général beaucoup plus complexe. Ce mois de janvier est aussi marqué par un nombre assez faible pour le moment de publications. Semaine prochaine, sur la partie Europe, entre guillemets France, Belgique, Pays-Bas, nous aurons 13 publications. Et après, on le voit bien, les semaines suivantes, et notamment sur tout le mois de février, la deuxième partie du mois de février, voire même la première partie du mois de mars, nous avons un nombre très important de publications. Donc là aussi, pensez bien, mais je vous le redirai, rassurez-vous, pensez bien à bien regarder le week-end les publications qu'il va y avoir dans la semaine pour éviter de subir trop de volatilité dans votre portefeuille. Tout en sachant que le lundi, on a de la chance parce qu'on peut le regarder le week-end, parce que le lundi, il y a des publications, mais en général, il n'y en a pas beaucoup le lundi, ça s'accélère mardi, mercredi, jeudi, et vendredi un petit peu moins. En général, c'est ça, hein, notamment sur l'Europe. Donc, ça vous permet, si vous voulez, dès le dimanche, si vous n'avez pas eu le temps en semaine, ben, le dimanche, le week-end, de regarder qu'est-ce qui publie éventuellement le lundi, d'arbitrer et de vous préparer, votre portefeuille à une éventuelle volatilité. Petit retour sur 2024 avec la performance de 2024. Donc on a une performance qui a été évidemment difficile sur
difficile, hein, pas catastrophique hein, non plus sur l'année 2024. Catastrophique quand on regarde encore une fois l'écart de performance avec les indices américains. J'y reviens un petit peu plus loin. Donc on a effectivement une performance du CAC 40 qui est ressortie à moins 2,15%, malgré un mois de décembre quand même positif, là aussi j'y reviens, alors que nous venions d'une année 2023 qui avait été quand même exceptionnelle, avec plus 16% de performance. Sur les small, c'est du pareil au même, mais je dirais même un petit peu plus pire finalement, puisque nous avons un CAC small, lui, qui a perdu quasiment 8% sur l'année 2024, alors que lui, c'est là où c'est assez difficile en comparaison avec le CAC lui-même, c'est que sur 2023, il avait déjà abandonné 2,71%. Donc en fait, sur 2 ans, on a grosso modo des small caps, même si évidemment un indice ne reflète pas la totalité du marché, mais là pour les small quand même c'est un peu quand même la réalité, c'est que grosso modo depuis 2 ans nos small caps ont perdu 10% de performance en moyenne, malgré effectivement malgré un mois de décembre qui a été un peu plus sympa, avec un rebond notamment de 2,6%, mais on le sait pour les deux indices, que ce soit le CAC ou le CAC Small, évidemment, on le voit sur ce graphique-là, c'est le mois de juin qui a été fatal avec toute cette histoire et tout cet épisode politico-politique, on va dire. Qu'est-ce que fait... Alors, vous entendrez souvent parler de l'effet janvier, quelque chose qui revient régulièrement, qui est un peu moins vrai, je trouve, ces dernières années. Mais bon, voilà, qui est quand même souvent porteur. Voilà, on a un mois de janvier, on l'a vu notamment sur les premières statistiques, un mois de janvier qui est plutôt porteur. Voilà, donc l'année dernière, vous voyez, ça a été un petit peu moins vrai, puisqu'on a eu voilà, un CAC 40 qui a fait plus 1,5% de performance, donc performance positive quand même, mais ça n'a pas été extraordinaire. Sur les small, 1,6%, c'est du pareil au même, c'est dans le même ordre de grandeur, donc toute la question est de savoir, est-ce que cette année, ce sera également positif. Sur le CAC 40 comme sur le CAC small, on a en moyenne sur le mois de janvier, sur les 10 dernières années, une performance positive tout de même de 1,3%. Et pour les deux indices, on va le voir dans le détail, pour le moment, c'est plutôt vérifié. Alors, on a eu toute l'année 2024, évidemment, ce fameux French bashing, pardon, avec, voilà, oui, il n'y a que les US, il faut tout faire all-in sur les US, et on se souvient, hein, notamment tout le mois de novembre, où, notamment, au travers de ces vidéos, on disait, ben voilà, c'est maintenant que tout le monde va aller sur les US, que probablement il va y avoir de la sous-performance, et puis c'est ce qui, depuis un mois et demi, s'est vérifié. Sur ce graphique-là, vous avez la performance depuis le jeudi 28 novembre entre le CAC 40 en haut, en rouge, et le Dow Jones, parce qu'il faut comparer ce qui est comparable, évidemment. Si on compare le CAC 40 avec le Nasdaq, bon, il y a quand même un écart de performance, mais il est moindre. Mais il faut comparer ce qui est comparable dans la composition des indices. Donc quand on compare le CAC, si on le compare à un autre indice américain, c'est plutôt le Dow Jones. Et donc, on a un écart de performance puisque, alors c'était arrêté à hier après-midi, mais voilà, on a un Dow Jones qui réalise depuis le 28 novembre 2024 une performance négative de 5,32%, alors que le CAC 40, lui, a une performance positive de 4,47%, c'est-à-dire peu ou prou un écart de 10 points de performance depuis un mois et demi, ce qui est quand même assez important. Ok, donc toute la question et de savoir si ça va continuer. Ce rebond de performance entre le CAC et le Dow Jones, on l'avait quand même plutôt bien anticipé pour le coup dans la vidéo, donc je ne vais pas jouer au fond modeste, je suis assez content de ça. J'étais un des rares, je crois, depuis fin novembre à être plutôt positif sur le CAC pour jouer du rebond. Maintenant, ne soyons pas totalement à côté de la plaque. La situation en Europe et en France, elle est quand même très compliquée et elle restera très compliquée. Voilà. Maintenant, je trouve qu'il y a quand même des valorisations, encore une fois, et certaines configurations qui peuvent profiter d'un prolongement de ces rebonds. Il y a une stat ou un graphique plutôt, qui est extrêmement intéressant à regarder, c'est celui-ci. Ce graphique-là montre en rose, on va dire, la performance eh bien, de l'Europe, d'accord, depuis octobre 2022. Et en bleu, vous avez la performance du S&P 500 sans Nvidia. Et vous vous apercevez de quoi? Ben, vous vous apercevez que, à quelque chose près, la performance, c'est la même. Donc, c'est ce qu'on se dit depuis un petit moment.
Depuis 2 ans, tout le monde vous explique que le S&P 500 bat l'Europe, etc. Potentiellement, oui, à condition d'y inclure Nvidia. Parce que sans Nvidia, la réalité du reste du marché, c'est que non, les États-Unis n'ont pas surperformé l'Europe euh, depuis 2 ans. Voilà, c'est la réalité, vous la voyez, hein, comme moi. J'ai été d'ailleurs surpris moi-même. Mais la réalité, c'est que depuis 2 ans, quand on fait la moyenne eh bien, des actions européennes et la moyenne des actions du S&P 500 sans Nvidia, eh bien, on tombe sur, à quelque chose près, la même performance. Voilà. Ce qui pose notamment des questions. Tant que Nvidia, effectivement, et c'est le cas pour le moment, est dans une bonne dynamique, en tout cas, ne se retourne pas à la baisse, tout va bien pour les États-Unis et le S&P 500. Là où ça changera, c'est le jour où, effectivement, nous aurons Nvidia qui commencera à casser par le bas. C'est peut-être pas pour demain, mais ça arrivera tôt ou tard. Donc voilà un petit peu pour Alerte déclenchée. et le calendrier économique. Bon, au niveau du calendrier économique, pas grand-chose de plus à se dire, si ce n'est que bon, nous avons eu, et c'est là aussi où c'est un petit peu surprenant, étonnant, hein, lundi, nous avons des PMI des services en France qui ont rebondi, donc ça c'est plutôt positif. Et nous avons eu, par contre, mardi, effectivement, ici, l'indice des prêts à la consommation qui, lui, continue d'être plutôt bien orienté, même si, effectivement, il y a, il y a un petit rebond, mais c'est pas méchant. L'Europe, également, il y a un petit rebond qui est maintenu sur l'inflation, mais c'est pas méchant. Voilà, grosso modo, pour moi, la stat, de toute façon, en ce qui concerne les États-Unis, la stat la plus importante qu'il va falloir regarder, bien évidemment, aujourd'hui, parce qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, il est 9h, 9h50 d'hier, mais si vous voulez, c'est le taux de chômage qu'il va falloir regarder. Vous le savez, c'est la stat qu'il va falloir regarder pour savoir si, oui ou non, les États-Unis seront en difficulté en 2025. Donc, on a la stat à 14h30. Le taux de chômage aux États-Unis est très important. 4,2 pour moi, c'est un petit peu la limite. On est dans une tendance haussière. Pour moi, voilà, les États-Unis seront en difficulté si on commence à aller au-delà des 4,3, des 4,4, des 4,5. Là, pour moi, ce sera véritablement quelque chose d'extrêmement négatif pour les États-Unis. Voilà un petit peu donc pour cette partie macroéconomique. On passe à la question de la semaine. Question de la semaine qui m'a été adressée par Marc qui nous dit: vaut-il mieux prendre un ETF World ou un ETF S&P 500 d'avance? Merci. Alors, je spoil tout de suite la réponse. La réponse est qu'il n'y a pas de réponse. On va faire le comparatif, c'est là où c'est intéressant. Mais la réalité, c'est on ne peut pas savoir quel va être celui des deux qui va le plus performer dans les années à venir. C'est extrêmement difficile de répondre. Par contre, ce qu'on peut regarder, c'est effectivement les performances. Sur ce graphique-là, je vous ai mis donc le S&P 500, je crois qu'il est en bleu foncé, avec le World qui est en bleu clair. Bon, on voit bien hein, que depuis 2007, 2008, bon, vous êtes sur quelque chose de similaire. Pourquoi vous êtes sur quelque chose de similaire? Parce que vous allez vous rendre compte que lorsque vous regardez dans le détail, et on va y aller après sur le World, vous allez vous rendre compte que la majorité de la pondération de l'ETF World, ça reste des États-Unis. C'est la raison pour laquelle vous avez voilà, les deux qui sont absolument liés et corrélés. J'ai pris voilà, on aurait pu en voir un million de différents, mais je suis allé chez Amundi pour regarder les deux ETF. Donc l'Amundi S&P 500, il y en a même plusieurs hein, de S&P 500, comme il y a plusieurs de World. Voilà, je fais pas, c'est pas du tout, je vous conseille pas forcément d'aller sur celui-ci, hein, mais il est très bien d'ailleurs, mais bon, voilà, c'était juste pour regarder. Donc, si vous voulez, sur le Amundi S&P 500, vous allez vous rendre compte que, évidemment, vous avez une exposition qui est aux États-Unis avec beaucoup d'Apple, Nvidia, Microsoft. Vous les connaissez, les plus grosses. Ok. Vous allez vous rendre compte que vous avez évidemment au niveau de la répartition des composants de l'indice, vous allez retrouver quasiment un tiers de tech. Donc la tech a une pondération très importante. Et puis bien sûr, la répartition par pays, c'est 100% aux États-Unis, puisque c'est le S&P 500.
Donc voilà, en termes de performance, vous allez retrouver, voilà, il y a la performance, tout dépend comment on la regarde, sur combien d'années, etc. Bon, voilà, c'est toujours la même chose. Quand on compare des performances, il faut bien arrêter à une date. Voilà, vous avez un certain nombre de dates, mais grosso modo, sur 10 ans, voilà, sur 10 ans, lorsqu'on regarde le taux de rendement annualisé, sur 10 ans, sur 5 ans, vous êtes entre 14, 15, 16%, on va dire en moyenne, ce qui est plus d'ailleurs que par le passé. Bon, ok. Maintenant, on va faire le comparatif avec le World. Et le World, vous allez vous rendre compte, et c'est là où c'est très surprenant, quand vous regardez dans le détail des composants principaux, vous retrouvez exactement les mêmes valeurs. Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, etc., etc., avec des pondérations qui sont quasiment identiques, puisque de mémoire, Apple représentait 7%, je crois, sur le S&P 500, sur le World, 5,5%. Donc, voilà, vous êtes sur la même chose. Et lorsque vous regardez la répartition également par secteur, vous avez là aussi sur le World, alors pas un tiers, mais quand même un gros quart qui est exposé également sur la tech et en second lieu sur la finance. Donc là aussi, ça ressemble comme deux gouttes d'eau, pardon, avec ce qui se fait aux États-Unis. Et vous vous apercevez, donc encore une fois, j'ai dit 73% sur le Kraft Heinz, en fait, on est quasiment à 74% aujourd'hui du World qui est composé par des actions américaines. C'est la raison pour laquelle vous avez une performance qui est identique et vous avez des mouvements qui sont identiques. Donc finalement, la réponse euh, à la question de Marc, et là vous avez la grille des performances également, vous allez vous rendre compte, voilà, vous avez une performance moyenne qui est également similaire à celle du S&P 500. Donc pour répondre à Marc, j'ai envie de dire que sur les dernières années, quasiment la même chose. Maintenant, est-ce que dans les années à venir, ça va changer? Je ne sais pas. Pour le World classique, je ne suis pas certain puisque voilà, il faudrait vraiment un changement profond des capitalisations mondiales pour que le World Classic ait un écart de performance avec le S&P 500. Par contre, le World équipondéré, qui lui est exposé de mémoire, j'ai plus les pourcentages, mais en tout cas est beaucoup moins exposé aux actions américaine. Lui, par contre, il y aura un petit peu plus d'écart de performance. Je vous ferai d'ailleurs, promis, dans la newsletter, j'ai commencé à l'écrire, dans la newsletter, je vous ferai un article sur justement l'ETF World équipondéré. On ira regarder dans le détail de la composition et vous verrez que c'est assez intéressant. D'ailleurs, je vous invite, bien sûr, hein, comme d'habitude, à vous inscrire, à vous abonner à la newsletter qui est 100% gratuite. Mercredi, vous aurez la seconde édition. Je sais que la première avait été chaleureusement accueillie. La seconde édition de la lettre mensuelle aux investisseurs écrite par les professionnels. Vous allez avoir, comme d'habitude, la partie bourse, la partie crypto, la partie gestion privée et la partie immobilier. Je rappelle que, bien sûr, cette newsletter est 100% gratuite. Vous avez le lien, bien sûr, en description de la vidéo. On attaque, si vous le voulez bien, donc avec bien entendu notre cher ami donc, le CAC 40. Donc le CAC 40, c'est toujours la même chose, hein, voilà, vous connaissez le semaine après semaine, vous avez l'habitude de voir le même graphique. Je suis toujours sur la même analyse. Je me mets sur un graphique mensuel, toujours penser bien sûr à prendre du recul hein, et à regarder vos graphiques d'abord en mensuel. En mensuel, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est hyper intéressant ce qui est en train de se passer, vraiment très intéressant. C'est qu'on est revenu effectivement sur le support oblique pour la première, deuxième, troisième et quatrième fois. On a validé un rebond qu'on vit hein, depuis quelques semaine. Et alors ce qui est hyper intéressant, c'est que vous avez, alors le mois n'est pas terminé, mais vous avez le potentiel, la potentielle formation d'un double inside bar mensuel, ce qui est extrêmement rare, c'est-à-dire une bougie mensuelle qui est à l'intérieur d'une bougie mensuelle précédente, qui est elle-même à l'intérieur d'une bougie mensuelle précédente, ce qui fait que vous avez un phénomène pardon, technique de compression, de congestion mensuelle qui est extrêmement rare. Je mets l'accent dessus, pourquoi? Parce que lorsque vous avez ce genre de configuration technique mensuelle de long terme, le mouvement qui s'ensuit, très souvent, il est extrêmement fort et puissant. D'accord? Que ce soit dans un sens ou dans un autre, malheureusement, on n'a pas la capacité de savoir en avance si le mouvement va être haussier ou baissier. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que généralement, lorsqu'on a une compression, on a un mouvement qui est très puissant.
La dernière fois qu'on avait eu ce mouvement, ce double inside bar mensuel, il avait été là. Alors ça date, hein. C'est pas récent, c'était il y a 4 ans. C'était suite au crash Covid et au rebond, on avait une congestion. Et regardez derrière le mouvement qu'il y avait eu, d'accord? Nous avions le CAC 40 derrière, il avait pris la bagatelle de 63% en 15 mois. Alors, je vous rassure, je ne suis pas en train de vous expliquer que le CAC 40 va prendre 15% sur les 15 prochains mois. Mais 60% sur les 15 prochains mois. Mais je suis en train de vous expliquer que ce qui se passe n'est pas anodin sur le CAC 40. Et je pense, encore une fois, que lorsqu'on regarde dans le détail, il n'y a pas de raison à ce stade, je dis bien à ce stade, et je continue d'aller en ce sens. Alors, je me suis fait beaucoup taper dessus fin novembre, hein, quand on était là, parce que je vous disais, tant qu'on tient les supports, il ne faut pas lâcher, tant qu'on tient les supports, il ne faut pas lâcher, tant qu'on tient les supports, il ne faut pas lâcher. Et pour le moment, eh bien, le CAC n'a pas lâché. Et je dirais même que depuis quelques semaines, il se met même dans de bonnes dispositions. Si on est tout à fait honnête, il se met même dans de bonnes dispositions. Regardez ici. Donc, on avait cet oblique en rouge ici qui a cédé. On a cassé. On est revenu en arrière sans casser le plus bas précédent. On a relancé. On a fait une espèce de congestion. On break. Ici, l'oblique en noir, 3 points d'appui. Ici, ici, ici. On break. On fait la congestion. Et là, alors on verra, hein, on est en milieu de séance, mais là, on va tenter éventuellement le passage à nouveau pour aller chercher la moyenne mobile, qui est ici la moyenne mobile à 200 jours. Donc, moi, à ce stade, je dis bien à ce stade, je ne suis pas quelqu'un de positif, je ne suis pas quelqu'un de négatif, je ne suis pas quelqu'un de neutre, j'essaye simplement de regarder les graphiques. Moi, ce que je vois aujourd'hui, au moment où on se parle, encore une fois, et peut-être que cet après-midi, le CAC sera moins 3, mais au moment où on se parle, si on est objectif, et lorsqu'on fait de l'analyse technique, il faut être objectif. Je vois un CAC 40 qui est au-dessus de sa moyenne mobile à 10 jours, qui monte. Je vois en hebdomadaire, regardez ce qui est en train de se passer en hebdomadaire. Je vois un CAC 40 en hebdomadaire qui est au-dessus et qui va très certainement clôturer au-dessus de sa moyenne mobile à 10 jours. Moyenne mobile à 10 jours qui est en train, nous verrons ce soir à la clôture, de repasser haussière, alors que pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines, elle était rouge, elle était baissière. Donc on a un mouvement hebdomadaire qui repasse positif. Alors en mensuel, par contre, c'est toujours compliqué, là je suis d'accord. Effectivement, la tendance de très long terme, elle est toujours baissière, puisqu'on est sous la moyenne mobile à 10 mois qui est baissière. Donc, je vous la fais simple, je vous résume un peu ce que je viens de vous dire, finalement, à condition que ça clôture comme ça ce soir. Nous avons la tendance court terme journalière qui est haussière, nous avons la tendance moyen terme hebdomadaire qui est haussière, et nous avons la tendance mensuelle qui, elle, est baissière. Toute la question est de savoir, est-ce que c'est le mensuel qui va finalement résister et faire repartir le CAC 40 à la baisse sur les unités de temps plus petites, ou est-ce que c'est l'unité de temps court terme qui a contaminé l'hebdomadaire qui va lui-même contaminer le mensuel? Donc on est à un moment clé. Je suis convaincu qu'on est à un moment clé sur le CAC 40. Je suis convaincu que la réponse, nous allons l'avoir très bientôt. Et je suis convaincu qu'un mouvement va arriver très bientôt. Il y aura, si j'ai raison, ou si c'est pas si j'ai raison, parce que si j'ai raison, c'est bête de dire ça, je dirais, si mon scénario se vérifie, vous aurez à un moment donné un déclencheur. Vous aurez une news, vous aurez une info, vous aurez voilà, une déclaration de Trump, vous aurez une annonce en Russie ou en Ukraine, voilà, vous aurez quelque chose, un élément déclencheur qui fera que le CAC 40 va enclencher son mouvement. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la construction que l'on voit sur le CAC 40, elle n'est pas anodine. Et là, moi, je vois un indice qui attend quelque chose. Je vois un indice qui attend quelque chose, qui attend un motif pour bouger. D'accord? Donc, je pense que dans les prochaines séances, jours, séances, semaines, on verra, mais en tout cas, c'est pour bientôt. Je pense que le CAC 40 va trouver un motif pour bouger très fortement. Voilà ma conviction. Je vous la partage comme d'habitude. Si je me trompe et que le CAC 40 reste jusqu'à fin 2015 là-dedans sans rien faire, je vous dirais, je me suis trompé, mais je pense pas. Voilà un petit peu donc pour le CAC. Le CAC Small, ben lui aussi, hein, qui s'était bien fait démonter toute l'année 2024, qui a bien rebondi, qui a validé donc là aussi les objectifs qu'on avait fixés avec cette séance. Souvenez-vous, clac, on est venu potentiellement titiller le gap qui était ici.
d'accord. Mais voilà, derrière, on a la consolidation, c'est normal, on est dans une tendance baissière. Donc là aussi, voilà, c'est très très rare que dans une tendance baissière, sauf là aussi une news de malade, mais c'est très très rare que vous ayez comme ça un mouvement comme ça. Donc si véritablement le CAC Small est en train de se retourner, vous allez avoir plutôt un mouvement comme ça, avec des congestions, des relances, là on va breaker, on va se faire peur, on va réintégrer, mais finalement on va ressortir, on va congestionner, etc. C'est ça la vie. Le premier, si vous voulez, c'est la théorie que vous lisez dans les livres. Le second, c'est la réalité des marchés. C'est beaucoup plus complexe et malheureusement souvent beaucoup plus erratique que ça. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, malheureusement pour nous, les marchés ne sont pas prédictibles, y compris avec l'analyse technique. Donc voilà, nous en sommes ici. Le CAC Small, c'est assez simple. Voilà. Tant qu'on tient la ligne de coup ici, tant qu'on s'installe au-dessus des 10 640, ben, les espoirs sont permis pour rebondir. Donc on va avoir très certainement la mise en place d'une congestion, ce que j'espère. On relancera, on ira chercher ici, ça passera peut-être pas. On va prendre un petit peu des bénéfices, on va revenir. Et là, derrière, on a la congestion, etc. etc. C'est ça que j'espère, c'est ça que je veux voir. Tout ça, c'est invalidé à partir du moment où, en tout cas, on est mis en difficulté à partir du moment où on repasse sous les 10 500 points sur le CAC Small. Ok? Donc voilà pour l'analyse des indices. On passe aux actions, puisque je sais que c'est attendu, très attendu. On va parler de LVMH, bien sûr. Alors le luxe, qui pas extraordinaire, hein, on va pas non plus exagérer, mais qui est en train petit à petit, voilà, de se reprendre. C'est plutôt pas mal. Effectivement, donc on avait la cassure ici en rouge, on a fait la cassure, on a fait le break. Là, on a eu voilà, les zones de congestion qu'on avait indiquées, on a fait le break. Donc, on est vraiment hein, dans une très très bonne construction. Là aussi, petite congestion, on break, on tente. Donc, moi, je trouve que ben, c'est pas si mal que ça hein, sur LVMH. Bon, voilà, beaucoup disent que c'est voilà, pas pour demain, alors attention, hein, mais je trouve, moi, que voilà, il y a des constructions intéressantes et je ne serais pas contre revenir, au moins dans un premier temps, titiller les 680 euros, voilà, pourquoi pas même les 700. C'est un peu ma zone un petit peu limite. Je pense que, en revanche, voilà, quand on va revenir dans cette zone-là, si on y revient, bien sûr, je pense que là, on risque peut-être, ça nous amènera peut-être à février, etc. On risque peut-être d'avoir une nouvelle chute. Bon, là, par contre, c'est scénario Steven Spielberg, ça, j'en sais strictement rien. Mais en tout cas, nous sommes là aussi dans de bonnes dispositions. La moyenne mobile à 10 jours est en train de se redresser. Je mets le graphique en hebdomadaire, c'est la même chose. On le voit, la moyenne mobile est en train de se redresser. On a des cours, on le voit bien, et des bougies qui s'appuient véritablement sur cette moyenne mobile à 10 jours qui se redresse. Donc, on a une dynamique, on va pas dire extrêmement positive, on va pas dire que c'est méga bullish, mais on a du mieux. Voilà, on a du mieux malgré tout sur LVMH. Sur Kering, c'est l'étape d'avant, je dirais. Voilà, c'est l'étape d'avant, puisque là aussi sur Kering, on le voit, c'est un graphique hebdomadaire. On est en train de s'amuser à s'appuyer sur les plus hauts de 2000. Euh, c'est plus difficile, puisque les fondamentaux sont beaucoup plus dégradés sur Kering, bien sûr, que sur LVMH. Mais pour le moment, je dis bien pour le moment, en hebdo, je ne la mettrai pas en daily parce qu'il n'y a pas grand-chose à regarder en daily. Mais en tout cas, voilà, sur l'hebdomadaire, on a effectivement pour le moment une figure qui semble avoir un momentum baissier qui est en train de voilà, de se calmer, de baisser, de ralentir pour être plus précis. Donc voilà, est-ce que on va avoir effectivement une fin de structure qui va se mettre en place avec une congestion, une cassure par l'eau? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, pour le moment, on va dire que, et c'est déjà pas mal sur Kering, hein, lorsqu'on voit quand même la baisse spectaculaire hein, sur Kering, c'est une action qui cotait quand même quasiment 800 euros, donc on a une baisse de 72%. Donc là, on a le ralentissement d'un momentum baissier. On le voit d'ailleurs hein, dans la volatilité, lorsque vous mettez en hebdo, regardez la vitesse ici de la baisse, où grosso modo en 18 semaines, vous avez une baisse de 41%, et bien là, finalement, on va dire 14 semaines, vous avez une baisse de 18%. Donc voilà, on a un ralentissement de la baisse, ce qui parfois, effectivement, présage d'un retournement. On n'y est pas encore, je vous dirai quand ça sera le cas. Métropole TV. M6. Donc M6, bon, c'est pas une de mes valeurs préférées, mais il est vrai que voilà, elle est en train de se redresser. Alors moi je l'attendais là. Je vous avais proposé d'ailleurs un achat dans cette zone-là. Si je suis totalement juste,
eh bien, elle n'a pas touché la zone que vous avez indiquée, puisque la zone, c'était plutôt sous les 9,92. On a fait un plus bas, sous les 10,48. Donc, voilà, ça c'est pas joué à beaucoup, mais malgré tout, on n'a pas touché la zone que vous avez proposée. Donc, voilà, il faut être honnête. Donc, voilà, il y a le rebond qui se met en place, très bien, c'est plutôt pas mal. Mais voilà, pour moi, c'est plutôt de l'accumulation sur repli sur ce genre de valeur. Et donc, je le redis, pas avant les 9, pas sous les 10. Voilà. Tant qu'on n'est pas sous les 10, pour moi, c'est pas forcément une opportunité énorme de rentrer sur, euh, sur Métropole TV. Alstom, donc là, pareil, Alstom, hein, c'est une valeur, voilà, une des valeurs qui tente également du retournement, qui surfe là également. Alors c'est plutôt en journalier, voilà, qui surfe au-dessus de sa moyenne mobile à, à 200 jours. Moi, j'ai toujours la même analyse hein, sur Alstom. Je privilégie plutôt un achat sur repli parce que ça reste quand même une tendance baissière de long terme. Et donc, je considère que voilà, c'est plutôt cette zone-là, donc on peut l'ajuster, hein, mais ce sera plutôt cette zone-là qui peut être intéressante. Vous avez quelque part un conglomérat d'indicateurs et de supports, puisque vous avez à la fois effectivement la moyenne mobile qui viendrait ici, vous avez le support oblique et vous avez une grosse zone qui avait fait résistance, 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 support, support, et qui pourrait potentiellement faire support. Donc cette zone-là, elle est entre les 18,30 € et les 19,12 €, quoi, quelque chose comme ça. Donc un, il va falloir y aller, ce qui n'est pas encore fait. Deux, il va falloir là-dedans construire à la fois une réduction de la volatilité et derrière un signal potentiel haussier. Donc ça fait beaucoup d'éléments, nous n'y sommes pas encore. On s'y prépare par contre. Ok. Donc voilà, éventuellement, ce qui peut être intéressant, si je vous le matérialise, c'est faire ce genre de choses. Et à ce moment-là, si on a la chance que Alstom nous offre une porte d'entrée à proximité du support oblique, on tentera, on aura un super ratio, puisque l'objectif sera simple, ce sera de retrouver peut-être les plus hauts, ou une partie des plus hauts, avec une invalidation sur le pattern. Donc là, pour le coup, ce sera assez bon. BNP Paribas, je vous la mets en mensuel. BNP Paribas, parce qu'il faut vraiment l'avoir en mensuel, celle-ci, voilà, on en est là. Pour moi, BNP Paribas, alors c'est dividende non réinvesti, j'ai déjà expliqué pourquoi. Je vous le redirai, vous aurez accès à la vidéo où j'explique pourquoi. Ça aussi, je vous le dirai plus tard. Mais voilà, pour moi, BNP Paribas, dividende non réinvesti, c'est plutôt un range de très long terme, d'accord, depuis des années, hein, depuis 2002. Donc ça fait quand même plus de 20 ans où on a BNP Paribas qui dans les crises descend aux alentours des 25 et qui dans les moments qui vont bien monte aux alentours des 70. Donc la réalité c'est que oui, effectivement, pour du trading un petit peu plus actif, c'est vrai, vous avez un potentiel supplémentaire sur BNP Paribas pour moi pour revenir dans la zone 67, 68, 69. Vous avez compris l'idée. Par contre, pour du long terme, bof. Donc voilà. Maintenant, pour du trading, voilà, si éventuellement vous avez, donc là on tente hein, des cassures de lignes de coût, etc. Voilà, pourquoi pas, si vous avez une petite congestion qui se met en place, voilà, pourquoi pas tenter un achat avec une invalidation, par exemple, sous le dernier creux, là, ici, aux alentours des 57,5. Pour aller chercher, pourquoi pas, bon, vous avez un gap, non, j'allais dire c'est un gap de dividende, mais ça ne doit pas l'être. Du dividende, il doit plutôt dater du mois de juin ou du mois de mai. Donc voilà, pour aller chercher donc, ce gap potentiellement dans un premier temps et après éventuellement d'autres gaps, notamment le gap dividende qui doit être, je pense, qui doit être celui-ci. Mois de mai à vérifier, je n'ai pas vérifié. Ok. Stellantis. Donc Stellantis, rien n'a véritablement changé, quoique. Puisque effectivement nous sommes là aussi sur une très très belle zone, je vous la retrace. Voilà. Très très belle zone. Qui est donc les plus hauts ici de 2015, les plus hauts ici de 2017, les plus hauts ici de 2017, les plus bas ici de 2022. Donc nous avons été sur cette zone. Et lorsque nous zoomons effectivement en unité de temps journalière, là on n'est plus sur l'approche trading, hein, l'approche agressive, pardonnez-moi. Je perds ma voix en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, on a la construction. Voilà. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup, on le verra également sur ST Micro,
On l'a vu sur LVMH, on l'a vu sur Kering, on va le voir sur ST Micro. Il y a beaucoup de valeurs qui sont véritablement dans cette situation-là. Je l'ai dit sur Twitter, beaucoup de valeurs qui voilà, ont beaucoup baissé, qui ont construit voilà, des figures avec du ralentissement de momentum baissier, des grandes figures, qui ont cassé par le haut, et là on fabrique quelque part des petites figures. Donc c'est hyper intéressant, c'est pas fait, bien sûr, c'est loin d'être fait, mais ça se regarde. Ça se regarde, et voilà. Alors, les traders agressifs joueront le support, etc., en coupant très vite si ça passe pas. Mais la réalité, c'est que finalement, le premier signal potentiel de retournement, pour moi, il sera au-dessus des 13,12 € et au-dessus des 13,47 €. Si on valide le passage de ces deux résistances-là, qu'on commence à venir chercher la zone de gap, etc., dans la zone des 14, là, pour moi, on aura quand même un signal fort, notamment sur Stellantis, qui est une pondération du CAC 40. Ok. Dassault Systèmes fait partie des graphiques qui sont plutôt en avance sur le CAC. Bon, souvenez-vous, sur la zone long terme, je vais pas. Voilà, maintenant que ça marche, je ne vais pas dire le contraire. Moi, je vous avais dit, voilà, le support oblique, pour moi, il y avait deux zones sur Dassault Systèmes pour du long terme. Première zone, elle était là. La seconde, elle était là. D'accord. Donc la première, pour le moment, elle réagit. L'avantage, c'est qu'on pouvait mêler l'investissement au trading. Je ne sais plus si je vous avais proposé un plan. Ouais, j'avais dû vous proposer un plan. Donc c'était la vidéo du 22 novembre. Vous pouvez certainement la reprendre, j'ai pas dû changer. Vous voyez, voilà, potentiellement un achat au-dessus des 32 permettrait voilà, de jouer avec une évaluation sur les 31,45. Bon, ben, voilà, il y avait déjà le premier moment qui était intéressant, avec quasiment 9% de gain. Donc, l'avantage, c'est que quelqu'un qui mêle l'investissement et le trading, il prend une position là-dessus, il prend un TP potentiellement à 8-9% de bénéfices, et après, pour le reste de la position, ben, il va monter son stop à break-even, ou il va éventuellement, voilà, ou il va tout simplement garder le reste de la position dans un portefeuille long terme. Okay. C'est là où l'approche trading peut aussi, c'est là qu'il faut comprendre, c'est là où je trouve toujours dommage que l'investissement long terme soit systématiquement opposé au trading, parce que à mon sens, le trading peut apporter une véritable plus-value à l'investissement long terme. Bon, je vois que c'est en train de changer hein, sur les réseaux. Il y avait des gens qui faisaient que du fondamental qui se mettent de plus en plus à l'analyse technique, donc c'est très très bien. Je ne vais pas le critiquer, au contraire, c'est très très bien de mêler les deux. Et vous savez à quel point je l'ai toujours dit ici. STM. STM ressemble beaucoup à la config de Stellantis, quelque part. Alors, elle est différente, mais elle ressemble. Puisque, donc, vous le savez, on est sur une zone de support oblique, donc de mai 2016, janvier 2019, mars 2020, et donc nous y sommes. Donc, on est en train de travailler cette zone. Là aussi, c'est ce qu'on disait, on a une potentielle fin, j'ai bien dit potentielle fin de structure qu'on a essayé de breaker. On revient, c'est un chouïa faible, hein, un chouïa faible, mais là aussi, ça se regarde. Ça se regarde, on a une réduction de la volatilité, donc on a alors on verra à la fin de séance, mais on a un inside bar, donc réduction de la volatilité. On regarde les volumes, il n'y en a plus, on a une grosse baisse des volumes, donc là, on verra si la semaine prochaine, on peut avoir une augmentation des volumes avant de repartir. Si c'est pas le cas, ou c'est que on dit bah, finalement c'est une fausse cassure et ça va repartir à la baisse, pour moi c'est assez court, hein, à partir du moment où on repassera sous les 23 € sur ST Micro, je redeviens, le moins que l'on puisse dire, prudent. Alten fait partie des valeurs qui construisent aussi, dans la difficulté, mais qui construisent. Là aussi, nous sommes, voilà, il y a trois zones d'investissement, le support oblique, le support horizontal, le support horizontal. Hop, hop. Et donc là, on est sur le support oblique et on est dans la construction. Donc, on laisse faire, on observe, mais ça se regarde. Ça se regarde, il va falloir valider tout ça, il va falloir là aussi, voilà, on a la baisse, il va falloir valider tout ça, il va falloir une réduction de la volatilité et congestionner et casser par l'eau. Donc pour le moment, c'est de l'observation sur Alten, mais moi, elle fait partie de ma watchlist. Déjà, fondamentalement, ça m'intéresse, mais voilà, techniquement, ça m'intéresse aussi. C'est pas parce que ça m'intéresse, encore une fois, je me répète, qu'il faut payer tout de suite. Il faut regarder, attendre. Parce que on n'est pas à l'abri, que si le CAC 40 repart à la baisse, que Alten passe sous les 73 €, et là, bah, ça sera très certainement direction les 57, voire les 54. Okay, donc il faut avoir un plan également et une invalidation. Ok. On passe désormais
à une action qui nous a régalé, vraiment. Alors je suis très content, c'est Morel. Morel parce qu'on l'a préparé. C'est là où quelque part, voilà, alors, il n'y en a pas toujours hein, des satisfactions, hein, bien sûr. Hein. Voilà, on n'a pas toujours des réussites comme ça. Mais là, je dois dire que voilà, sur Morel, vraiment, il y avait tout. Parce que depuis le début, si vous voulez, alors Morel, on s'en souvient, ça fait longtemps qu'on l'a suivi, on l'a suivi depuis, voilà, c'était cette zone-là, depuis l'été dernier. Et déjà, l'été dernier, vous disiez, voilà, on est, effectivement, Morel, ça m'intéresse, mais on n'est pas sur une zone d'opportunité. Il faudrait, dans un premier temps, qu'on revienne sur le support oblique, qu'on fabrique une congestion et que cette congestion soit validée. C'est exactement ce qu'on a eu. Elle nous a offert, c'est ça qu'il faut comprendre. Euh, le, 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 le- le scénario que l'on place, c'est pas pour deviner ce que l'action va faire, c'est pour espérer que l'action nous offre quelque chose. D'accord? C'est là où c'est hyper important de bien comprendre ça. Et Morel Prom, pour le coup, elle nous a offert cette porte d'entrée. Lorsqu'on regarde en données journalières, regardez, on a tout lu, tout lu, tout lu. Donc le plan, vous le connaissez. Là, pareil, je vous l'ai donné au début du mois de décembre, je crois. J'avais dit, voilà, si on arrive à passer au-dessus des 5,18 €, au-dessus des 5,23 €, invalidation sur le pattern et on va chercher les objectifs. On a atteint quasiment le premier objectif. Rendez-vous compte un peu, hein, la hausse, elle est même en prenant l'ordre le plus haut, c'est 22% de gain en très peu de séances. Hein, ça a été très rapide là pour le coup. C'est rare hein, d'avoir honnêtement en 10 séances. Voilà, 10 séances, 22%. Vous vous rendez compte un peu? Donc c'est merveilleux. Donc je suis évidemment très content et merci pour vos nombreux messages d'ailleurs par rapport à ça, par rapport à Moël. Donc c'est super. Maintenant, donc qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à Moël? Est-ce que c'est le moment de rentrer sur Moël? Non, c'est voilà, c'est là aussi le ratio gain risque il est plus bon. Maintenant, si vous en avez, vous visez les objectifs, vous montez le stop. Voilà. Alors le stop, il y a plusieurs possibilités. Soit vous voulez avoir du Morel sur le très long terme dans votre portefeuille. Dans ce cas-là, vous prenez une partie de vos bénéfices et vous mettez le stop ici, ici un peu plus haut, enfin, au-dessus de votre prix d'achat. Soit vous accompagnez un stop suiveur, par exemple à hauteur de la moyenne mobile à 10 jours, vous accompagnez jusqu'à vous faire sortir et vous faire sortir avec le sourire, puisque a priori ce sera en gain. Surveillez évidemment là aussi, comme d'habitude, les dates de publication. Donc voilà. Donc pour moi, pour Morel, hein, c'est un peu terminé quelque part. Hein. Il n'y a plus grand chose à faire. Pour vraiment ceux qui veulent tenter quelque chose, voilà, il faudrait une petite latéralisation pour essayer de breaker et essayer éventuellement de repartir donc à la hausse. Donc voilà un petit peu l'idée sur Morel Prom, donc plutôt à l'écart désormais ou plutôt dans l'accompagnement de la tendance haussière. Ok. Parmi les déceptions, parce qu'il y en a aussi. Une déception, c'est je cite, hein. Vous voyez, je cite là pour le coup, grosse déception. Une action que j'aime beaucoup moi parce que elle est volatile, elle est hyper volatile. Donc il y a des choses à faire quand il y a des moments qui se font. Mais là, vous voyez, là aussi, voilà, c'est aussi, comme je vous dis, moi je vous montre tout. L'intérêt, sincèrement, je vous assure, je m'en fiche d'avoir raison ou pas dans les scénarios. L'intérêt pour moi, il est toujours pédagogique. C'est toujours de vous dire, voilà, euh, faire des scénarios, même si, in fine, le scénario ne se réalise pas, c'est toujours une très bonne chose, que ce soit un scénario économique et macroéconomique. Pourquoi que technique? Pourquoi? Parce qu'une fois que votre scénario se met en place, ça vous donne la confiance pour y aller et pour mettre en place votre plan. D'accord? Qu'est-ce qu'on avait dit sur Justit? On avait dit que, bon, potentiellement, on travaillait sur le scénario d'un range. Donc voilà, un range avec une résistance aux alentours des 16, on va dire, et un support sous les 10,50, 10 et quelques. Donc, effectivement, on avait eu des rebonds, voilà. Et là, ce qui était plutôt positif, c'est que nous avions eu effectivement la mise en place ici d'une petite cassure potentielle au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Donc, c'était quand même très encourageant. Ce que je vous avais dit, voilà, c'est que ce qu'on espérait, c'était la mise en place. Ça devait être la vidéo je sais pas, du 13 décembre, peut-être, j'en sais rien. J'avais dit, voilà, on attend la mise en place de la congestion. Congestion IA, on paye au-dessus pour aller chercher. Et on n'a pas eu ça. On n'a pas eu ça du tout. Non seulement ça a pas fait la mise en place de la congestion, mais en plus c'est reparti tout de suite à la baisse. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à espérer de plus. On est dans le gap ici qui avait été ouvert le 14 novembre. Non, je dis une bêtise, le 13.
Mais voilà, bon, pour moi là, à part pour des traders vraiment très aguerris, il n'y a pas grand chose à faire. On verra éventuellement dans cette zone. Tiens, d'ailleurs, je vais mettre une petite alerte. On verra éventuellement dans cette zone si on a voilà, quelque chose comme ça avec la mise en place d'une petite congestion pour vouer le trading agressif. Voilà. Mais c'est tout, véritablement, sur Jacine. Donc, assez déçu pour ça. Guillemot, on fait le suivi parce que c'est une action, je vous ai dit, que je suis de près pour 2025 parce que la config, elle est intéressante. Tout n'est pas encore validé. Donc, on avait parlé de cette mise en place de congestion-là. Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours qui est en train de se redresser, on tente la cassure. Il y a bien sûr des éléments il y a des résistances obliques, mais il y a également bien sûr des résistances horizontales. On le voit bien ici. Hop, elles sont là. Donc voilà, il va falloir passer évidemment tout ce niveau-là. Et si on break, il y aura pour moi un gros potentiel avec notamment, il y a une zone de gap à aller chercher, je la trace mal, mais voilà, il y a une zone de gap potentiellement à aller chercher par là. Nikon, le même secteur, mais bien plus en difficulté, Nikon, puisque voilà, on est sur. Alors, il y a eu des choses intéressantes hein, avec des rebonds techniques, etc. Voilà, mais biseau descendant, potentiellement en fin de structure, mais c'est pas encore mûr. Donc, hop, j'ai fait une bêtise, comme d'hab. Voilà, j'ajuste, autant pour moi. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire. Voilà, nous, on avait proposé un achat éventuellement au-dessus pour tenter un rebond un peu plus technique, mais il n'y a pas grand chose. Je trouve que du coup, c'est un peu faiblard là. Donc voilà, on repasse sous la MD. Donc on verra en fin de. On verra en fin de séance, mais ouais, il faut vraiment, 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 vraiment tenir ce niveau-là hein, pour Nikon. D'ailleurs, c'est un niveau là aussi de support. Il faut vraiment rester sur ce niveau-là. Sinon, ce sera retour sur le niveau ici des 58 centimes, 59 centimes. Et là, ce sera, je pense, pas très très bon. Donc voilà. À suivre quand même de près parce qu'elle peut construire et il peut y avoir du mieux. EuroAPI, il y avait quelque chose à tenter. Vous l'avez partagé sur les réseaux aussi. Voilà. Donc là aussi, c'est du robot technique, hein, c'est mode trading pur, on prend ce qu'il y a à prendre. Voilà, c'est toujours pareil, les tendances baissières, on prend ce qu'il y a à prendre. Quand vous commencez à faire des décalages de 5, 8, 10% sur des tendances baissières, à minima, vous devez vous protéger. À minima, vous devez mettre le stop à break-even et sinon prendre tout ou partie des bénéfices. Donc, EuroAPI, effectivement, on a eu la congestion ici, le break. Donc derrière, il y avait quand même un beau potentiel puisqu'il y avait quand même plus de 15% à prendre. 15% à prendre en 6 séances, en une semaine. Donc c'était vraiment intéressant. Pour moi, il y avait un premier niveau d'objectif qui était là, voilà, qui était ici. Voilà, on le voit derrière, on a une prise de bénéfice. Donc voilà, très bien. Voilà, grosso modo, sur Wapi maintenant, pour véritablement retourner quelque part la tendance, etc., il va falloir tenir ce niveau de moyenne mobile à 10 jours, construire et éventuellement relancer. Voilà. Mais bon, on verra au fur et à mesure si c'est le cas. Mais pour moi, on va attendre la mise en place du rebond. Voilà, le rebond technique est fait, on va attendre la construction et si on en a une, effectivement, là, on aura, voilà, si on a quelque part une construction là-dedans, je vous le matérialise, hein. Donc là, on a le rebond technique. Si on a la construction avant la relance, à ce moment-là, on tentera de payer une porte d'entrée intéressante. Valourec, bon, elle a fait un peu le mouvement qu'on attendait, hein. Mais là aussi, pareil, hein, moins prise de bénéfices. Donc on l'a su depuis longtemps avec la grande figure, souvenez-vous, la congestion, on en a beaucoup parlé. Derrière le break, on a fait même une newsletter dessus pour le coup sur Valorec. Voilà. Derrière, on le voit avec là aussi, il y avait une deuxième pour les très retardataires, il y avait une deuxième porte d'entrée ici avec la réduction de la volatilité, avec regardez, les volumes complètement absents. Donc voilà. Maintenant, voilà. Même si c'est un dossier hyper intéressant parce que je pense que ça va finir en OPA par Arcelor. Voilà. On n'est pas sur un niveau de prise de position. Il va falloir attendre là aussi à nouveau la mise en place potentiel d'une réduction de la volatilité. Total Energy pour notamment les investisseurs. Donc Total Energy, pour moi, voilà, il y avait deux zones. Hein, vous avez parlé des deux zones, la zone des 50 et la zone des 45. La zone des 50, pour le moment, elle a fait le rebond. Donc il n'y a pas grand-chose de plus à se dire. Ribert, elle nous a fait beaucoup de joie aussi, puisque c'était le titre à suivre. Regardez un peu. Donc j'avais proposé un achat au-dessus des 2,76 € et derrière, c'est voilà, un gain de plus de 20%. Magnifique.
Donc voilà, pour moi, hein, maintenant, l'objectif, c'est d'aller chercher les plus hauts, mais ne faites pas une prise de position maintenant. Voilà, c'est trop tard. Trop tard. De grâce, n'y allez pas. Voilà, vous voyez, il y a beaucoup de volume. Donc là, c'est plus le moment d'y aller. Évitez d'y aller, vous risquez de choper derrière le repli. Stiff, il n'y a pas beaucoup plus d'avancée sur Stiff. Quoique, on a la mise en place d'une congestion qui n'est pas si moche que ça. Je nettoie un peu tous mes dessins, donc on en avait parlé à la congestion ici, clac. Donc c'est pas mal, ça se suit quand même, hein, Steve, ça se suit, voir si cette congestion elle continue de se mettre en place, voir si on peut avoir voilà, la cassure et éventuellement la reprise. Alphen, les objectifs ont été tapés derrière tendance baissière, la grosse prise de bénéfices. Donc souvenez-vous sur Alphen ce qu'on avait indiqué, donc la grande figure, la cassure, la petite figure, la cassure. Donc là aussi, ça paraît pas beaucoup, mais il y avait quand même un chouette mouvement à jouer puisque en quelques jours, voilà, elle avait pris quand même 16 ou 17%, c'est quand même très bien. Maintenant, prise de bénéfices, mais à suivre quand même, parce que on a une réduction des volumes, donc ça n'a pas l'air si méchant que ça, mais il va falloir, bien sûr, encore une fois, le matérialiser, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. Donc on va voir si on est capable de tenir le retracement des 50, 61,8. Et si on arrive à bien construire là-dedans, qui est d'ailleurs le niveau de cassure ici, et qu'on arrive derrière à relancer, eh bien effectivement, on aura ici à nouveau une zone de résistance, et on espère qu'elle fera une résistance beaucoup moins méchante que précédemment, et enfin, on actera le retournement. Ok. Tout ceci est invalidé. Voilà, si finalement on revient tester le fameux support ici qui est une tendance baissière et finalement qu'on finit à pas rebondir et on finit par casser. Là, à ce moment-là, ce sera bien évidemment terminé pour Alphen. Ok. Plexi fait partie des déceptions. Mais alors, déception, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, je vous avais dit, il faut la surveiller parce qu'il y a la construction. C'est là aussi où malheureusement, voilà, l'analyse technique, des fois, elle ne fait pas ce qu'on veut. Donc cette construction, elle a cassé par le bas, elle a fait une congestion qui était ici, et voilà, derrière, finalement, elle a eu la cassure en haut. Bon, voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus la suivre, bien au contraire d'ailleurs. Et donc voilà, moi ce qui va m'intéresser maintenant sur Plexi, alors là il y a une petite congestion qui est en train de se mettre en place avec un momentum de ralentissement des volumes, mais idéalement j'aimerais cette congestion par là. Et à ce moment-là, on jouera éventuellement, j'ai été ambitieux sur le mouvement haussier, mais on jouera quelque chose de plus agréable. Rémi Cointreau, toujours en difficulté bien sûr, mais grosse zone. Grosse zone d'investissement. Pour moi, on est sur une zone d'investissement. Hein. Il y en a deux, je n'ai pas changé. Donc, la zone des 52, 50, 51, bon, peu importe, et la zone des 16 euros, grosso modo, sont deux zones intéressantes. Mersenne, là, ce qui est intéressant, c'est plutôt l'aspect trading, voilà, qui se regarde, puisqu'on a eu, donc, on a cette figure, donc c'est une tendance baissière, attention, hein, c'est de la contre-tendance là, mais grosso modo, voilà, on a cette figure là de construction, on a cassé, on fait le pullback. Pullback, et là on verra éventuellement ce soir, mais on a la mise en place d'un inside bar, donc là aussi éventuellement une cassure, une relance par le haut, ça peut nous engendrer quelque chose de positif pour aller, voilà, l'objectif pour moi déjà, ce serait de retrouver cette zone de gap. APAG, donc là ça c'est allemand, j'ai vu, apparemment c'est du transport maritime. Donc, ah ben tiens, il est venu, super. Donc voilà, pour moi on en est là. Donc c'est une tendance haussière de long terme, je ne connaissais pas, hein, tendance haussière de long terme. Donc il y a deux scénarios. Les plus agressifs d'entre vous, effectivement, on est sur un support oblique de moyen terme. Voilà. Donc à voir, effectivement, si on a la capacité ici de rebondir pour aller chercher, éventuellement de casser tout ça par le haut. A contrario, investissement plutôt dans cette zone-là, c'est-à-dire la zone qui a fait support, 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 et à nouveau potentiellement support. Ferrari, je regarde la cotation aux US. Donc Ferrari, voilà, Ferrari pour moi, hein, donc évidemment très très belle action, il n'y a pas de sujet, etc. Mais voilà, je suis pas forcément, je suis pas forcément hyper. La figure que je vois là ressemble beaucoup d'ailleurs, la structure de prix que je vois ressemble, quand je vois ça là, ça ressemble beaucoup à une autre structure qui avait eu lieu précédemment, qui était ici. Voilà. Donc je me demande si derrière, on va pas avoir aussi la capacité de faire des rebonds et d'aller chercher potentiellement même un petit peu plus bas. Enfin voilà. Donc moi je suis pas grand fan pour de l'investissement. Sur du trading, sur l'aspect trading en revanche,
pourquoi pas un achat? Voilà, vous avez une belle zone de support. Donc pourquoi pas un achat pour tenter effectivement de la relance avec une invalidation par là. Ok? GameStop, donc on connaît hein, l'histoire de GameStop, l'aspect hyper spéculatif, etc. Moi je l'ai surveillé de près, je l'ai raté. Je l'ai surveillé de près sur le passage ici des 25 dollars et des poussières. Retournement de la moyenne mobile à 200 jours, hyper positif. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment pas mal, hein. C'est bullish sur GameStop, mais voilà, on sait, attention, ça peut aller très vite, très fort. On peut aussi inscrire un biseau ascendant, mais on sait que sur ce genre de config, le biseau ascendant, il peut casser par l'eau et on peut exploser, voilà. Mais voilà, là-dessus, plutôt quand même de la méfiance, de la vigilance, même si, ouais, la config, elle est pas mal, hein, elle est vraiment pas mal, la config. Donc voilà, mais encore une fois, là-dessus, vous pouvez avoir une news qui pète tout. First, Majestic, elle est où? Silver, elle est là. Donc la config du Silver, moi je suis méga bullish hein, sur la config du Silver. Tiens, je retrace un peu tout ça. Hop. Donc, ce qui peut être intéressant, je vous retrace un peu parce que de mémoire, il y avait un support oblique. Voilà. Il y a un petit support oblique là. Il faut prendre un petit peu du recul. Hop. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas en train de construire quelque chose de plus long terme sur cette valeur-là? Ben écoutez, c'est possible. J'en sais rien. En tout cas, pour moi, hein, à ce stade, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est du milieu de figure, c'est du voilà. Donc, investisseur plutôt bas de figure. Je vous la fais ici. D'accord. Investisseur plutôt bas de figure. Et trader, si on a bas de figure plus congestion, pour jouer ce genre de mouvement-là. Maintenant, c'est quand même, alors c'est tout le paradoxe, hein, c'est que le silver est super bien orienté, je trouve, sur du moyen long terme. Et là, pour le coup, eh bien, celle-ci, elle est pas terrible. Tesla, qu'est-ce que je vous répète tout le temps dans les différentes vidéos? Cassure du top, on fait attention. Eh ben voilà, qu'est-ce qui s'est passé sur Tesla? Comme d'hab, là où on vous dit cassure du top, il faut acheter. Non, cassure du top, derrière, ouf, vous devez avoir des volumes monstrueux, je pense. Voilà, là aussi, tout le temps, on vous dit quand il y a des volumes, c'est là où il faut y aller. Bravo, super, on voit bien ce que ça a donné. Il y a des volumes, il faut y aller. Et ben vous faites arracher en 2 semaines de 25% sur votre position de Tesla. Super, magnifique. Beau boulot. Voilà, donc attention, nous on l'a suivi depuis bien longtemps déjà. Souvenez-vous la publication qu'il y avait eu. Hein. C'était ici, il y a bien longtemps déjà. Certains s'en souviennent. Il y avait la congestion ici. Enfin, voilà. Il y a des zones, il y a des moments où le marché nous offre des points d'entrée et il y a des moments où le marché ne nous en offre pas. Là, sur Tesla, il n'y en a pas eu 50 des points d'entrée. Hein. Il y en a eu un ici et il y en a eu un potentiellement là. Même potentiellement pour les plus agressifs, mais c'est plus difficile. Mais voilà, un potentiellement un là et un potentiellement là avec la mise en place de congestion. Ok. Le reste, c'est compliqué. Là, potentiellement, c'était un peu compliqué. C'est déjà haut, etc. Là, il y a trop de volatilité. Il faut laisser faire. D'accord? Il faut laisser faire le graphique. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va dessiner comme figure. Mais il faut laisser faire le graphique. D'accord? Ok? Il faut voir comment elle va rebondir, comment elle va congestionner, comment elle va nous préparer, nous proposer effectivement une porte d'entrée. Apple, donc pareil, hein, moi Apple, je suis pas acheteur. Alors c'est très haussier, il n'y a rien à dire, tout ça, mais je suis pas acheteur. Moi, quand je vois ce genre de graphe, avec en plus des mèches hautes, avec voilà, des volumes quand même assez importants, moi je suis pas forcément acheteur. En hebdo, c'est encore pire. Donc voilà, attention, hein, Apple, voilà, elle a l'habitude de baisser. Là, elle a baissé de 30%. Là, on a l'impression toujours, mais voilà, des baisses, elle en a subi 35%. Voilà. Moi, pour moi, il faut l'acheter lorsqu'il y a des baisses importantes. Ça reste une valeur magnifique. Même si voilà, Warren Buffett s'en débarrasse un peu. Voilà. Mais vous voyez, quand on regarde un graphique hebdo, c'est toujours intéressant parce que on voit bien. Hein, regardez les zones. Regardez, très visible, hein, facilement visible. Regardez, 2013, la moyenne mobile à 200 jours. 2016, la moyenne mobile à 200 jours. 2019, la moyenne mobile à 200 jours. Allez, on ne l'a pas touché, je suis d'accord, mais on s'en a rapproché en 2023 et on s'en est rapproché également en 2024. Donc vous voyez, il y a quand même, voilà, en admettant qu'on soit sur la même dynamique, sur la moyenne mobile, pour moi, voilà, idéalement, il faudrait à minima qu'on s'approche par là avant de repartir. Donc, ça laisse quand même une baisse supplémentaire quand même de 13, 14, 15% minimum. Ok. Donc, tant qu'on n'a pas fait ça, moi,
je reste, alors après pour du trading, oui, mais je reste quand même plutôt prudent. Nvidia, c'est la même chose. Nvidia, c'est toujours la même chose. Voilà, on est sur un haut de canal. Donc, oui, on peut continuer de monter, bien sûr, bien entendu. Ça n'a jamais été le sujet. Mais pour moi, d'ailleurs, on le voit, dès qu'on atteint les abysses, tout de suite, c'est vendu. On a vu la grosse mèche rouge, là, c'est pareil quand même. Hein. C'est une mèche, c'est une baisse de 9%. Donc, ça fait mal. Si vous payez tout là-haut, ça fait mal. Donc là, pour le moment, finalement, sur Nvidia, ça fait quand même un bout de temps qu'il ne se passe pas grand-chose. Et vous me direz, c'est tout à fait normal, au vu de la progression que le titre a eu. Donc pour moi, le potentiel haussier, le ratio gain-risque plutôt, il n'est pas fabuleux sur Nvidia. En revanche, il le sera si, pour une raison Y, on commence à revenir dans un premier temps à proximité de la moyenne mode de 200 jours et éventuellement sur le bas de canal. Là, oui, on aura, par exemple, vous achetez un petit peu à 124, un petit peu à 100, ça vous fait un peu à 110, donc par là, pour viser les nouveaux plus hauts à 150. Donc là, vous voyez, vous avez un potentiel qui est assez intéressant. Le titre à suivre avant de passer au screener. Donc voilà, Edenred. Alors voilà, Edenred. Bon, Edenred, c'est la construction. Bon, attention, c'est pas un dossier facile, mais je trouve que voilà, on a cassé cette oblique là en rouge. On le voit bien ici. Cassé cette oblique là en rouge. On avait la petite figure ici, on a cassé. Et là, on a une super belle congestion qui est en train de se mettre en place. Donc il y aura peut-être quelque chose à tenter au-dessus des 32,20 pour aller chercher le comblement du gap. Voilà pour le titre à suivre. Et enfin, donc vous l'avez promis, le screener donc, que je vous ai proposé, hein, donc le code, vous y avez accès, bien sûr. Vous l'avez reçu. Sinon, je vous le mettrai à disposition dans une bibliothèque que je vous présenterai très certainement au mois de février. J'en reparlerai plus tard. Mais voilà, un petit peu les titres que vous avez. Donc, je rappelle que ce sont des titres qui sont au-dessus de la... pas au-dessus. Ce sont des titres qui ont la moyenne mobile à 200 jours qui est haussière. Donc, on a un mouvement de fond qui est plutôt haussier. Là-dedans, voilà, vous allez retrouver. Donc, je vous laisse faire une capture d'écran. Comme ça, vous pourrez regarder. Vous pouvez regarder dans les détails. Bien sûr, parmi ces titres-là, ce n'est pas des recommandations d'achat. Il vous faut les regarder les uns après les autres. Regardez ceux qui vous plaisent déjà et trouver des points d'entrée. Vous voyez, par exemple, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut regarder, par exemple, voilà, UCB. Bon, UCB, là, il n'y a pas de point d'entrée. Superbe tendance, mais il n'y a pas de point d'entrée. Voilà, des points d'entrée, vous en avez, par exemple, pour moi, hein, au sens du trading que je vous explique, là. Là, ça, c'est des points d'entrée. Vous avez des réductions de volatilité. Là, vous en avez une superbe. Voilà. Mais vous n'en avez pas beaucoup. Il faut bien comprendre que du trading, ce n'est pas la possibilité d'acheter tout le temps. C'est des petits moments où vous pouvez acheter. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez Viridien, qu'on a suivi beaucoup. Voilà, Viridien, elle sortait d'ailleurs de ce screener. Voilà, il y avait des zones, etc. Bon, voilà. Je vous laisse là-dessus avec la liste. Vous irez voir vous-même et vous me direz si ça vous plaît que je vous le montre semaine après semaine. Dites-moi-le, s'il vous plaît, dans les commentaires. Voilà. Ouais, je suis dans les temps. 1h07. Ça va. Je ne vais pas trop déborder. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite, bien sûr, eh bien, un bon week-end auprès de vos proches. Encore une bonne année, une bonne et heureuse année pour ceux qui ont repris que cette semaine-là. Je vous embrasse et on se retrouve avec joie la semaine prochaine. A plus, ciao ciao.